Cet après-midi, je vous accueille dans le cadre des samedis de l'éthique et la réunion de cet après-midi porte sur un sujet important puisque nous allons parler de l'avortement. Alors, naître homme ou femme, c'est une histoire de loterie. On tire au hasard la lettre X ou Y. Mais être une femme, c'est pas le fruit du hasard, on le devient à travers un long processus. Effectivement, on va voir que les femmes ont obtenu le droit de vote, par exemple, 100 ans après les hommes. En mai 68, les femmes ont cherché à acquérir la liberté. La liberté, ça voulait dire ne plus fini la servante du Seigneur, l'épouse de monsieur, la secrétaire du patron, la liberté. Mais très vite, cette liberté s'est associée à la liberté sexuelle. Et qui dit liberté sexuelle, eh bien, c'est là qu'est arrivée la contraception. La contraception qui arrive avec une loi le 28 décembre 1967. Juste avant, mai 68. Donc, cette liberté a engendré, bien sûr, des conséquences. Les conséquences, c'est que quelques années plus tard, on sera obligé d'être confronté à une décision. Cette décision donnera une loi, et cette loi s'appelle la loi Veil, la loi du 17 janvier 1975. Et avant de vous laisser avec les orateurs de cet après-midi, qui seront Marc Chessial, un médecin, qui seront Eva Schmidt, qui nous parlera de l'aspect psychologique, et ensuite le pasteur Gabriel Goléa, qui nous parlera plus sur le plan théologique. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce sujet important ? Je vous laisse ces quelques mots de Simone Veil. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée, presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. Merci et bon après-midi. Oui, bon, très bien. Alors, la grossesse dans la Bible, merci d'abord Nathalie, la grossesse dans la Bible a toujours été une bénédiction, et la malédiction, c'était de ne pas avoir d'enfants. Alors, les bouleversements sociétaux de toujours, les guerres, les viols, les adultères, ont engendré, depuis la nuit des temps, des situations où une grossesse n'était pas désirée ou pas acceptée. Alors, les faiseuses d'anges ou les médecins avorteurs n'ont pas toujours existé, mais en tout cas existent depuis très très longtemps. En tout cas, on peut remonter au XVIIIe siècle. Et leur adresse se transmettait de bouche à oreille, comme des secrets de famille. Puisque la loi était très sévère pour les avorteurs, c'était puni comme l'avortement étant considéré comme un meurtre. Mais il y avait une situation de fait, et Nathalie l'a rappelé un petit peu dans les dates, les avortements provoquaient des hémorragies. C'était fait dans des conditions d'hygiène déplorables, par des gens incompétents la plupart du temps. Quand c'était fait par des médecins, ça allait encore, mais eux, ils risquaient de plus jamais pouvoir exercer, sans parler de la condamnation pénale, qui allait parler de prison. Donc les avortements étaient faits dans des conditions difficiles, avec stérilité, hémorragie et parfois mort de la maman, par infection ou par hémorragie. Quand j'étais jeune étudiant, il y avait encore des endroits à l'hôpital où les femmes qui venaient d'avorter étaient traitées vraiment d'une façon inhumaine par les infirmières. Elles étaient vraiment rejetées alors qu'elles étaient là parce que c'était l'aboutissement d'une situation difficile qu'elles avaient dû affronter.
il n'y avait absolument aucune compassion ni compréhension. Et donc il était temps qu'une loi vienne changer les choses. Chose qui avait en plus, comme tu l'as rappelé à propos des dates, comment dirais-je, les mœurs avaient évolué entre le début du siècle où, bon, où il fallait se marier, etc. Et puis après la guerre, on a eu une libéralisation assez importante. En 68, une très grosse libéralisation, chacun est au courant, même ceux qui n'ont pas vécu l'époque. Et donc ça a multiplié les facteurs de risque. Nous allons voir un peu, revoir un peu ces dates-là après. Quand commence la vie? Alors là, c'est une question qu'il faut se poser. Alors à la naissance, avec le souffle, le pneuma, à la fécondation, à la 12e semaine, avant. Alors comme chrétiens, nous avons tous chacun nos convictions. Et alors donc, je voulais vous parler d'une vidéo, et alors j'ai la chance, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était pas prévu, mais alors on a une vidéo qui va vous montrer le développement d'un embryon de la fécondation à la naissance. Et ça, c'est intéressant pour voir le miracle de cette chose, parce qu'il faut quand même voir un peu de quoi on parle lorsqu'on parle d'un embryon qui se développe et puis de l'interruption de cette grossesse. Si Luc, tu veux... Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, d'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant, avec au bout, peut-être, la récompense du haut vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Agitant leurs flagelles, les spermatozoïdes progressent des heures durant, millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Imaginez. Les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes porte en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule. Formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie. Soudain, l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percé, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Si près du but. Pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor. Le patrimoine génétique de Manu s'unit à celui de Barbara. De cette union va naître une cellule unique au monde. Rêve d'amour, fruit du désir, et déjà esquisse de vie. Un œuf. Dès cette seconde, tout est déjà écrit, ou presque. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise. Une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en 2, puis 4, 8, 16, 32 cellules identiques. Il
entame en même temps un lent et long voyage. Au 3e jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière, l'utérus. Au 6e jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour 9 mois. Au fur et à mesure que l'œuf s'enfonce dans la paroi souple de l'utérus, il se transforme de façon radicale. Il commence par élaborer des connexions avec son environnement. C'est le futur placenta, une plateforme d'échange permanent avec le corps de Barbara. Simultanément, au centre, un disque se dessine. L'œuf se transforme et devient l'embryon. Âgé de 14 jours, il n'a pas encore la taille d'une tête d'épingle. Quelques jours plus tard, l'embryon s'est considérablement épaissi. Il repose maintenant au centre de 2 poches remplies de liquide. Une incroyable cascade de transformation l'agite. Cela commence par la formation du système nerveux. Sur son dos, une gouttière se creuse, puis, comme un ourlet, elle se referme sur toute sa longueur et devient un tube. C'est la future moelle épinière. Et ces 2 bourrelets géants, ce sont les futurs hémisphères cérébraux. Pendant ce temps, l'embryon s'est enroulé sur lui-même. Un cœur rudimentaire prend lentement forme, des vaisseaux se dessinent. Le système circulatoire du sang s'ébauche. En moins de 4 semaines, l'œuf est passé d'une seule à plusieurs millions de cellules parfaitement organisées entre elles. Car ce minuscule organisme est le génial architecte de sa... Attardons-nous un instant sur un phénomène mystérieux parmi tant d'autres. Une histoire de cœur. Un cœur qui bat. Toutes ces petites boules rouges, ce sont les cellules du futur cœur. L'une après l'autre, elles s'animent et se mettent toutes à pulser à l'unisson. Cette rythmique primaire, c'est le tam-tam de la vie, la pompe du cœur. La machine à vie est enclenchée. L'embryon n'a que 22 jours et mesure désormais 2 mm. Débute alors une nouvelle et spectaculaire métamorphose. 4 semaines scandées par une multitude de transformations vont modeler notre petit mammifère aquatique. Puisant via le placenta nourriture et énergie dans le corps de sa mère, l'embryon prend lentement forme humaine. La forme du visage s'esquisse et s'enrichit bientôt de 2 petits renflements sombres qui deviendront les yeux. Des yeux encore dépourvus de paupières, mais des yeux déjà. L'ébauche de tous les organes se poursuit. Les cartilages des os, les muscles et les tendons se développent progressivement. L'embryon est maintenant âgé de 34 jours et mesure 5 mm. Sa croissance s'accélère à tel point que chaque jour, il grandit d'1 millimètre. Les orifices de la bouche et des narines se sculptent. La nuque s'affine. Le cerveau, lui, poursuit en parallèle sa fulgurante évolution et se prépare déjà à devenir le chef d'orchestre de l'ensemble des fonctions humaines. Le petit homme est âgé de 44 jours. Il mesure 17 mm. Ses yeux se bordent de fines paupières protectrices. Les os de son dos se solidifient, sa tête se redresse. Son cœur, ses vaisseaux sanguins essentiels et la plupart de ses organes ont trouvé leur place définitive et se mettent à fonctionner. À 60 jours, l'embryon, qu'on appelle désormais un fœtus, mesure 3 cm et ne pèse que 11 grammes. Pénétrons dans le cerveau de l'enfant à venir. Ici, à chaque minute qui passe, des neurones apparaissent par milliers.
Simultanément, ces neurones se connectent les uns aux autres. Ingénieux agencement qui va permettre au fœtus de commander ses muscles et l'ensemble de ses organes. Les informations sont transmises sous forme de messages électriques et chimiques. C'est ainsi qu'à sa naissance, l'enfant de Barbara et Manu possédera plus de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres par 1 million de milliards de contacts. Même le réseau téléphonique ou informatique le plus sophistiqué du monde n'est rien en comparaison de cette formidable complexité du cerveau humain. Derrière cette fabuleuse machinerie, c'est le siège de l'esprit qui se développe lentement. Ici s'ancrera le goût du pain, de là jaillira le plaisir du verbe. Ici se déverseront les joies et les chagrins, et de là émergeront les rires ou la colère. À cette vidéo, il y a des endroits sur Internet où vous pouvez trouver des vidéos beaucoup plus développées, encore plus extraordinaires que celle-là, mais celle-là, elle est assez résumée, assez courte, donc ça donne une idée quand même de cette vie phénoménale qui commence et qui a cette puissance de vie qui est, comment dirais-je, absolument miraculeuse, transmise par le code génétique, et donc qui est porteuse de toutes les potentialités de l'humanité. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir à l'idée. En préparant ce sujet, je pensais, on a fait cette loi, et puis elle a été un peu déviée. Alors on est passé de la détresse à la convenance. Il y a encore de la détresse, et il y a aussi de la convenance. Puisque j'y pense maintenant, autant le dire avant que j'oublie, l'IVG n'est pas une contraception. En fait, l'IVG, ça devrait être vraiment la chose ultime, l'ultime recours à laquelle on est recours, justement, lorsque la situation impose, pour des raisons que les gens qui appartiennent aux gens qui la pratiquent, de juger. Mais avant, on a d'autres moyens. Alors, quelques dates. Avant 1960, bon, il y avait des préservatifs, c'était à peu près tout. Il y avait la méthode Ogino, qui était une très bonne méthode pour avoir des enfants, parce qu'en général, ça ne marchait pas. Donc, le nombre de gens qui venaient me voir en disant, j'ai calculé mes trucs, puis paf. Bon, alors là, bon, en 1960, la pilule, c'est 1958. C'est Pincus, un Américain, qui fait la pilule. Elle apparaît en France en 1960. Mon père le prescrivait déjà à cette époque-là, alors qu'après, tu as parlé de 67, il me semble que c'est bien plus tôt que ça, l'utilisation de la pilule pour les médecins. Bon, alors, entre 60 et 75, on a donc cette libération des mœurs, justement due à cette contraception, qui permettait donc d'avoir des rapports sexuels sans trop se poser de questions, d'avoir la peur de tomber enceinte, puisque c'était ça avant qui effrénait. C'est clair, à partir du moment où on n'a plus peur, et hop, allons-y donc. Bon, en 75 arrive... mais malheureusement, tout le monde ne prenait pas la pilule. Enfin, malheureusement. Donc, celle qui pratiquait un amour assez libre n'était pas toujours avertie des possibilités que leur offrait la médecine à l'époque. En 75 arrive donc cette loi Veil, qui donc a pris en compte cette détresse des femmes et a permis la pratique de l'avortement dans des conditions particulière. L'avortement qui ne devient plus l'avortement avec un glissement sémantique, on appelle ça l'interruption volontaire de grossesse, et c'était permis jusqu'à la 10e semaine de conception, c'est-à-dire la 12e semaine de grossesse. Et puis elle a été modifiée en octobre 2000 jusqu'à la 12e semaine, c'est-à-dire 14e semaine de grossesse. Ce qu'on appelle 14e semaine de grossesse, en fait, c'est les 14e semaines après
les dernières règles. Hein, c'est bon pour comment dirais-je, précision technique. Alors les moyens qui sont à notre disposition, ce sont les médicaments. Alors les médicaments, ce qu'ils appellent essentiellement le misoprostol, hein, ils s'utilisent jusqu'à la 5e semaine de conception. Et si c'est pratiqué dans un établissement hospitalier, c'est-à-dire si c'est pas dans un cabinet médical, un gynéco ou une sage-femme, c'est jusqu'à la 7e semaine. Après, c'est plus possible, ça ne marche pas. Le deuxième moyen, c'est l'interruption volontaire de grossesse chirurgicale. Dans le temps, ça se faisait à la curette, et puis depuis déjà un certain nombre d'années, une quarantaine d'années, donc c'est presque venu en même temps que la loi, à l'aspiration. Et donc ça, c'est possible de la 2e semaine de conception, soit 14 semaines après la date des dernières règles. Alors, il y a des règles comment dirais-je, des règles pour pouvoir faire ça. Il faut d'abord avoir une première consultation médicale. Il y a un problème de délai de rendez-vous, puisque déjà, je ne sais pas si pour les femmes qui sont ici, pour avoir un rendez-vous chez le gynéco, c'est des fois 6 mois. En province, c'est à peu près ça. À Paris, c'est à peu près 3 mois. Hein, alors, vous voyez que là, déjà, on n'est pas dans les délais, hein, parce qu'on a 12 semaines. Le temps de s'en rendre compte, bon, déjà, on est en retard. Bon, on est en retard, mettons d'une semaine, on se dit, oh, ça va. Hein, 10 jours, ça commence à faire beaucoup. Bon, si on attend le mois suivant, c'est trop tard. Hein. Le temps d'avoir le rendez-vous, on est hors délai. Il n'y a déjà plus de rendez-vous au planning préalable au planning familial, ce qu'il y avait auparavant, donc ce qui perdait encore une semaine, puisqu'il fallait prendre rendez-vous au planning familial, attendre une semaine d'avoir un deuxième rendez-vous pour avoir donné son... c'était ce qu'on appelait le délai de réflexion, ça, il n'y a plus besoin. C'est déjà ça, mais enfin... Alors, sauf pour les mineurs. Les mineurs, elles ont besoin d'un entretien médical, médico-social. Pour les majeurs, c'est facultatif. Si elles veulent, elles peuvent l'avoir. Pour les mineurs, c'est obligatoire. Alors, on fait une attestation de consultation médicale, et pour ceux qui pratiquent les interruptions, soit ils peuvent pratiquer, soit ils ne pratiquent pas, et à ce moment-là, ils communiquent une liste des établissements pratiquant l'IVG. Alors, le médecin a-t-il le droit de refuser de pratiquer une IVG? Oui, il a le droit, enfin le médecin ou la sage-femme a le droit de refuser pour des raisons éthiques, c'est son droit moral, pour des raisons d'équipement, parce qu'il n'a pas l'équipement pour pratiquer une IVG, pour des raisons de formation, parce qu'il n'a pas la formation pour utiliser le misoprostol, ou pour pratiquer une IVG. De toute façon, pour une IVG, il faut quand même avoir un cabinet avec de quoi faire une réanimation, donc en général, ça se fait en établissement. Et si on ne pratique pas, si on fait un refus, on a toujours l'obligation de donner une liste d'établissements, c'est une obligation de donner une liste d'établissements pratiquant les IVG. Alors, une fois que c'est fait, il y a une deuxième consultation médicale, on confirme sa demande d'IVG, la femme confirme, elle donne un consentement écrit au médecin ou à la sage-femme, et puis on choisit la méthode. Alors si on est avant les 5 semaines ou les 7 semaines, si on est dans un établissement de soins, eh bien on peut encore recourir au misoprostol, c'est-à-dire des comprimés qu'on prend, enfin ça c'est assez simple, mais ça ne marche pas toujours, il faut le savoir. Soit on choisit d'emblée, parce que soit on est au-delà des 7 semaines, donc de faire une interruption volontaire de grossesse par aspiration. Quels sont les obstacles encore? L'obstacle, donc, alors faut penser au rendez-vous, hein, l'obstacle du temps, c'est compté, hein, donc parce qu'il y a un délai et il est très court compte tenu des difficultés que rencontre la médecine actuellement, de ne plus avoir suffisamment de spécialistes pour faire les choses. Il y a donc un problème de temps, il y a un problème de coût. Les obstacles pécuniaires sont... D'abord, c'est remboursé. L'interruption volontaire de grossesse est remboursée à 100% par la sécurité sociale.
Et elle coûte à peu près 190 €. Tout ça comprend les honoraires, mais les honoraires des praticiens, ils dépendent du secteur dans lequel il est, voire il peut être non conventionné. Donc il y a des dépassements qui peuvent arriver. Le coût se majore encore si vous avez le transport et l'éloignement. Donc ça a un coût. Des fois, si vous devez faire une intervention, si vous habitez en province, ou faire, mettons, je sais pas moi, faire 200 km pour aller dans un CHU de province, il faut trouver un hôtel. Tout ça, c'est pour les jeunes femmes qui sont des fois dans des situations difficiles. C'est un coût qu'il faut assumer. Donc 190 € pour la première et la deuxième consultation, avec éventuellement une injection d'anticorps anti-D pour prévenir l'immunisation Rhésus pour les femmes qui sont Rhésus négatifs. 258 € à l'hôpital, remboursé à 100%, de toute façon, ça change rien, dont les examens obligatoires sont pris en charge, échographie, les 3 consultations. Alors pourquoi 3 consultations là à l'hôpital? Parce que la consultation prend anesthésie, évidemment, parce que si on vous fait une intervention, il y a l'anesthésiste qui va intervenir, donc il faut qu'il vous voie avant, c'est la consultation habituelle, avec le petit bilan, savoir si vous n'avez pas un temps de saignement trop long, parce qu'on va faire une aspiration, mais c'est une toute petite intervention, mais on ne sait jamais. On peut se retrouver avec une femme qui ait un déficit en thrombine, ou enfin bref, des petites maladies qui allongent le temps de saignement, et donc avec une hémorragie à la prime, ce ne serait pas une bonne chose. Donc à ce moment-là, on prévoit les choses. Et puis là, selon l'établissement, donc lorsque ça se fait par aspiration, ça coûte entre 500 et 664 €, suivant l'établissement clinique ou hôpital, et ça comprend les mêmes prestations. Théoriquement, il n'y a pas de possibilité de dépassement pour ces actes. C'est théorique parce que, évidemment, si vous allez à l'américain, quand on voit que l'échographie là est comprise dans le forfait, si je puis dire, à l'hôpital, à l'américain, là j'ai une amie qui est allée la semaine dernière, elle a payé 500 € l'échographie, juste l'échographie. Alors oui, donc il faut mieux pas aller à l'américain. Bon, je dis ça parce qu'il est juste à côté, hein. Mais bon. Alors pour les mineurs, l'anonymat est garanti. Ça c'est important, savoir que c'est gratuit pour elles et l'anonymat est garanti, hein. Il y a aussi une dispense d'avance de frais pour les mineurs. Donc il suffit qu'elles donnent leur nom, s'arrangent avec la sécurité sociale, voilà. Et le médecin ou l'établissement de santé se fait payer par la sécurité sociale directement. Et deuxième chose, la contraception est gratuite pour les mineurs. Elle est déjà gratuite avant l'interruption de grossesse, mais elle est gratuite, évidemment, après, puisqu'on commence la contraception tout de suite après une interruption, puisque l'interruption, c'est vraiment le ratage de la contraception, hein. Si on est arrivé là, c'est parce qu'on n'avait pas de contraception, donc il vaut mieux prévoir. Alors, quelle contraception? Les préservatifs, ça marche plus ou moins bien, mais l'avantage des préservatifs, c'est au moins ça prévient aussi des maladies, ce qu'on appelle maintenant les IST, hein, infections sexuellement transmissibles. Donc les préservatifs, la contraception orale, la contraception hormonale par patch, c'est-à-dire on met un timbre sur le bras, ou par implant, pour les gens qui sont un peu débiles, oui, parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas à prendre leur pilule. Ils la prennent au moment où ils ont des rapports. Mais vous ne savez pas le nombre de fois où j'ai vu ça. Non, ça c'est... Ils prennent juste la pilule le jour du rapport. Ça marche très bien. C'est très bien pour avoir un enfant. Bon, après ils sont étonnés, ça ne marche pas. Alors, ça se prend dès le premier jour de l'interruption. On commence à prendre un traitement, que ce soit par médicament ou par qu'on ait fait l'intervention. On peut aussi, dernier moyen de contraception, post-interruption, c'est le stérilet,
soit au cuivre, soit à la progestérone, sauf s'il y a une infection, évidemment. Cette question de l'IVG amène de toute façon, qu'on le veuille ou non, à se poser des questions morales. On va les évoquer et on va les approfondir avec Eva et avec le pasteur. Et donc on doit se poser la question, les premières questions, c'est l'éducation, l'enseignement, l'apprentissage et le respect de son corps et de son âme. C'est des choses qui doivent venir un peu dans la tête, pas forcément des jeunes gens, hélas, qui sont trop fixés sur leur portable et leur Internet pour avoir une réflexion un petit peu. Mais on doit les amener à ça. Et le but de cette petite vidéo qu'on a vue amène à penser quand même qu'il y a cette vie-là, cette extraordinaire puissance de vie qui vient qui théoriquement devrait être réservée, si je puis dire, au fruit d'un amour entre deux êtres. Bon, cette puissance de vie, elle vient aussi même quand il n'y a pas d'amour. Elle porte toutes les possibilités de l'humanité. Il ne faut pas la gâcher, il ne faut pas la mépriser. Maintenant, nous n'avons pas de jugement ni de moralité à donner dans ces épreuves. Tout ce que l'on peut dire, c'est que, vous voyez, les choses évoluent grâce à à l'évolution des sciences, et donc ça pose de nouveaux problèmes d'éthique, de morale à l'ensemble au corps médical comme à l'Église. Et puis se pose tout de suite après, là, ces derniers temps, on en parle, de la GPA, la procréation assistée, la sélection d'embryons, tous ces problèmes qu'il importe de ne pas juger, en essayant d'apporter, nous, Église, un supplément d'âme par notre compréhension profonde des désirs de procréation des uns. Peut-être qu'on est trop bloqué sur une loi, mais la lettre tue, l'esprit vivifie, n'est-ce pas, hein? Donc, notre compréhension, notre compréhension des désirs de procréation des uns, qui sont dans des situations des fois difficiles pour avoir un enfant, ne doit pas être rejetée malgré le recours à des techniques, on peut appeler ça comme ça, qui peuvent nous choquer d'un premier abord, mais qui ne devraient pas, car nous défendons la vie. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Alors, je vais m'atteler à la partie plus psychologique de l'avortement. Avant de commencer, j'aimerais préciser quelque chose, parce que lorsque j'ai fait mes recherches justement sur le sujet, j'ai pu me confronter à un débat qui est assez prenant, même si le sujet semble apparemment, l'avortement semble apparemment complètement... il n'y a apparemment pas de polémique sur le sujet. Finalement, on peut se rendre compte qu'il y a un grand débat sur le droit ou non à la dépénalisation de l'avortement. Et c'est quelque chose qui se rencontre sur tous les articles qu'on peut avoir sur le sujet. Si vous regardez aussi sur les associations ou les organismes qui parlent de l'avortement, vous allez très vite voir qu'elles sont pro ou contre l'avortement. Donc c'était quelque chose que je voulais préciser avant de commencer, parce que forcément j'ai dû essayer de faire le tri un peu entre tous les avis qu'il y avait. Donc si jamais, parce que comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à recueillir des témoignages sur le net. Donc certains témoignages sont sur des sites pro ou contre avortement. J'ai essayé de faire vraiment la différence entre les deux, et je vous invite vraiment à vous attacher non pas à l'avis qu'il y a avant, mais vraiment de voir dans quelle situation ces femmes sont. Voilà. Alors,
avant justement donc de pouvoir vraiment commencer, je vais vous proposer 3 axes de travail. Le premier, ce sera surtout de voir dans quelle situation sont ces femmes pour penser à l'avortement. Parce que, comme disait Marc, très malheureusement, beaucoup de femmes voient l'avortement plutôt comme une contraception, ce qui n'est pas le cas de toutes ces femmes. Mais on verra justement les différentes situations qui existent. On verra aussi les conséquences psychologiques suite à un avortement, qui, on verra ça dans le détail, mais je le rappelle, ne sont pas systématiques. On a malheureusement l'habitude de penser que qui dit avortement dit conséquences psychologiques. Pour la femme, c'est pas forcément le cas, ça existe, mais c'est pas forcément le cas. Et il n'y a pas qu'elles qui sont touchées. Leur couple, leur famille, leurs enfants, leur entourage, tout le monde peut être affecté par cet acte. Et on verra les accompagnements qui peuvent exister pour ces familles ou les femmes ou leurs familles. Alors, j'ai réussi à trouver un article sur le net qui reprend un article paru par la Tribune de Genève qui donnait les raisons générales des avortements. C'est un article qui a été fait avec plusieurs personnes. On a Brian Clowes, alors je suis désolée, j'ai un anglais pas très bon, mais c'est lui qui a fait cet article et il s'appuie également sur 2 gynécologues suisses qui pratiquent l'avortement. Le docteur Werner Foster, qui lui ne le pratique pas, et une sage-femme à Munich qui, elle, travaille dans un hôpital où l'avortement est pratiqué. Entre 1996 et 2004, dans les États de Louisiane, du Nebraska et de l'Utah aux États-Unis, 122 083 avortements ont eu lieu. Sur cette totalité, 121 047, donc 99,16% des avortements étaient dus à ce qu'ils appelaient des avortements dus au style de vie. C'est-à-dire, on peut entendre « ce n'est pas le moment »,« en ce moment je ne peux justement pas me permettre un enfant »,« je ne voudrais pas être une mère célibataire, j'ai des problèmes de couple dus à cet enfant »,« un bébé bouleverserait ma formation »,« mes enfants sont trop grands »,« je ne voudrais pas que d'autres sachent que je suis enceinte »,« mon mari, mes amis ou mes parents voudraient que j'avorte ». Sur la totalité des avortements, seulement 0,84% étaient dus au danger de la vie du bébé ou de la mère, à des incestes ou des viols, ou encore à des malformations à l'enfant. Même pas 1% de ces avortements étaient dus donc à des raisons médicales ou de situations telles que les viols. L'un des gynécologues en Suisse nous partage les motifs qu'il entend. Je vais vous lire. Les motifs sont très variés et parfois difficilement compréhensibles. Souvent, le couple n'est pas encore clairement fixé comme tel, ou alors il est instable, ou brisé, ou sujet à infidélité. La formation n'est pas encore achevée, un avenir financièrement incertain, la peur de devenir mère célibataire, la peur de dépendre de la famille ou des grands-parents. À l'occasion, les motifs sont difficilement concevables ou contredisent le sens commun. Par exemple, les astres sont défavorables ou encore plus stupéfiants pour nous, il y aura erreur sur le sexe de l'enfant. Le gynécologue qui ne pratique pas l'avortement, lui, peut entendre également que le partenaire ne convient pas, la carrière ou une défaillance du contraceptif peuvent être les raisons dues à ces avortements. La sage-femme que j'évoquais tout à l'heure, Maria Grunberger, elle, entend plutôt les femmes évoquer des motifs dus à la peur. Peur de la responsabilité, peur d'être abandonnées par leur partenaire, de perdre leur emploi, ou peur de devoir interrompre leur formation. Je vous propose donc les témoignages que j'ai pu rencontrer. Alors, le site est apparemment pro-IVG, donc c'est pour ça qu'évidemment il y a beaucoup de témoignages qui poussent justement à faire ces IVG. Je me suis concentrée vraiment sur la partie des personnes qui s'interrogent avant de pratiquer leur IVG. Donc normalement, elles ne sont pas encore censées avoir déjà choisi. Donc la première, Sarah, elle évoque plutôt des problèmes par rapport à son conjoint. On verra, donc comme on l'a dit tout à l'heure, les raisons sont assez redondantes. C'est par rapport au conjoint. On lui parle également de son avenir amoureux, le fait d'avoir un enfant. Donc là, on est plus dans des pressions sociales. Le fait d'avoir un enfant est plus compliqué pour elle après, plus tard, de trouver un conjoint.
J'ai fait exprès, dans la mesure du possible, de laisser l'âge des personnes. Et vous verrez qu'on peut avoir des témoignages de très jeunes, 17 ans, voire 41 ans, 50 ans, voire 60 ans sur certains. Audrey, 25 ans, elle a peur de ne pas pouvoir aimer ses futurs enfants. Et également, elle n'est en couple avec son conjoint que depuis 5 mois. Là, à nouveau, elle a peur que son couple ne soit pas assez stable, même si, quelque part, elle l'est aussi. On voit encore beaucoup le doute et la pression qu'il peut y avoir au niveau de la société. Voilà. Alors, Shaina, je n'avais pas son âge. Oui. Je n'avais pas son âge. Elle évoque 2 IVG. Une qu'elle avait eue 2 ans auparavant, son témoignage, qui était fait par rapport à la famille. Sinon, elle aurait vécu sa grossesse seule. Et une IVG 2 ans après, où là, par contre, elle avait peur à nouveau, donc on reparle à nouveau de la pression sociale, le fait d'avoir un enfant hors mariage. Là, déjà, on voit que Clotilde est un peu plus âgée que les précédentes. Elle a 38 ans. Elle ne veut pas parce que pour des problèmes financiers. Alors là, j'ai pas l'âge sur le témoignage, mais de mémoire, c'était une personne qui avait dans les 50 ans à peu près, qui avait déjà des enfants et qui était mariée, donc elle avait une situation familiale et financière stable, mais à nouveau, pression sociale, elle ne se voyait pas maman à cet âge-là. C'est assez redondant. Malgré tout, j'ai eu plusieurs pages sur Internet de témoignages. J'ai pris seulement quelques-uns pour montrer que finalement les motifs étaient plutôt les mêmes. Là, je vais vous proposer plutôt maintenant de vous attarder sur les conséquences psychologiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a ce gros débat sur la dépénalisation ou non de l'avortement. De ce fait, j'ai essayé de prendre des sources diverses, pro ou contre l'avortement, et même un guide proposé par le gouvernement. Alors, dans ce premier guide proposé par le gouvernement, c'est un guide qui a été fait selon les résultats d'une méta-analyse basée sur 21 études. Donc c'est ce que je vous disais. Apparemment, ce guide-là serait plutôt pro-IVG, puisque selon leurs résultats, je vous lis, plus les études sont de qualité, protocole et méthodologie, plus les effets psychologiques sur le long terme d'une IVG semblent neutres, suggérant peu, sinon aucune différence en termes de santé mentale entre des femmes ayant subi une IVG et leur groupe de comparaison. Cependant, des sentiments négatifs peuvent néanmoins affecter les femmes, de façon temporaire, culpabilité, anxiété, colère. Ils ne doivent pas être confondus avec des désordres mentaux sérieux. Je ne sais pas pour vous, personnellement, j'ai un peu l'impression que l'idée qui est véhiculée, c'est une IVG n'aura pas de problème, pas de souci, tout va bien, il y aura peut-être un petit moment de doute, mais vous inquiétez pas, ça va passer. J'ai envie de dire, ça dépend de chacun. Je pense que si je vous demande de réfléchir à un événement qui vous a tous marqué dans votre vie, enfant, ado ou plus vieux, il y aura forcément un événement qui vous aura marqué. Alors ça peut être un peu tout, n'importe quoi. Un épisode à l'école où vous avez été assez traumatisé par rapport aux copains, quelque chose au travail, une situation qui vous a mis mal à l'aise, ou en famille, entre amis. Des situations qui, si on les compare avec d'autres personnes, pourraient ne pas avoir affecté une autre personne ayant vécu cette même situation. On parle là du traumatisme. Le traumatisme est quelque chose qui est individuel. Vous avez des personnes qui sont parties au Sri Lanka, par exemple, c'est le premier exemple qui me vient, avec, malheureusement, vous le savez tous, le tsunami qu'il y a eu à cette époque-là, il y a quelques années de ça. Certaines personnes y sont allées, ont vécu ça comme un traumatisme, et on peut dire qu'elles avaient malheureusement totalement raison, et d'autres personnes qui vont revenir et qui vont réagir complètement différemment. J'ai des patients qui viennent au cabinet qui réagissent complètement différemment par rapport à l'avortement. Et je vais vous donner un témoignage dont je n'ai pas parlé auparavant, mais ma première patiente de mon premier stage, j'avais 21 ans, oui, 21 ans. Et la première patiente que je voyais, c'était une femme qui avait été violée, qui avait souhaité garder le bébé. Alors jusque-là, vous allez me dire chapeau.
Sauf que moi, cette femme, je l'ai rencontrée 7 ans ou 7-8 ans après qu'elle ait mis au monde cet enfant. Et elle venait consulter pour elle et pour son enfant pour la simple et bonne raison que, et ce sont ses propos, alors peut-être un peu déformés puisque ça date maintenant de quelques années, mais elle disait à la fois je vois cet enfant avec amour puisque c'est mon enfant, il n'a rien demandé, mais à travers le visage de cet enfant, je recherche les traits de mon agresseur, ce qui provoque de l'agressivité chez mon fils. C'est des situations voilà, qui peuvent être vécues différemment, et c'est bien pour ça que chacune plutôt, doit prendre cette décision personnellement. Selon un sondage qui a été fait alors, par une association indépendante, il y a un sondage qui a été mis en ligne en septembre 2016, alors pas très longtemps, c'est vraiment 3 jours sur le net, c'était vraiment fait de manière auto-personnelle, pardon. Et je vais vous proposer la réponse des Français interviewés. Alors il y avait de mémoire 1000 personnes qui ont été interviewées. Alors d'après les dires de l'association, enfin de l'organisme, ça a été fait à partir de 18 ans et plus. Et ils ont essayé de prendre une population assez diverse pour justement faire pas mal de... Pardon, j'ai les mots qui m'échappent. Pour justement avoir un panel suffisamment large de la population, au niveau des villes, au niveau des professions, au niveau de l'âge et, alors, ça peut paraître un peu un détail, mais des valeurs religieuses et politiques. À la question « Pensez-vous qu'un avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre pour les femmes ?» Je ne sais pas si oui. 89% des personnes interviewées ont répondu oui. Sur ces 89%, 88% des hommes ont répondu oui et 90% des femmes ont répondu oui. Donc seulement 11% pensaient que les femmes n'avaient pas de traces psychologiques difficiles suite à cette intervention. Je vous propose maintenant les conséquences suite à un dossier qui a été créé. Alors attendez. Oui. Un dossier qui a été créé par un institut, alors c'est un institut belge, mais qui fait également ses recherches en France. J'essaye juste de retrouver le nom de cet institut. Voilà, un institut européen de bioéthique. Il a été créé, c'est un dossier qui a été fait en mars 2011 et qui s'appuie également sur un ouvrage que vous pouvez consulter. C'est Stéphane Clerget, psychiatre, pédopsychiatre et médecin à l'hôpital de Cergy, qui l'a publié. Ce livre s'appelle « Quel âge aurait-il aujourd'hui ?» Donc, il traite de l'IVG, mais pas seulement. Il traite vraiment de toute forme d'interruption de grossesse, que ce soit une grossesse, un avortement médical, parce qu'on a aussi les raisons médicales, des malformations ou autres, ou un désir de la part des mères de vouloir mettre fin à leur grossesse. Selon ce dossier, il y a des conséquences donc, chez les femmes, ça on s'en doute. On a le soulagement, donc certaines femmes sont soulagées d'avoir avorté. On a le déni, la colère, le doute, la culpabilité. On peut avoir aussi des épisodes de dépression, d'anxiété, de somatisation ou de reviviscence et la maltraitance des autres enfants. Alors, il y a certains points, je pense que je n'ai pas réellement besoin de les détailler. Le soulagement, on peut comprendre ces femmes, parce que si elles ont voulu avorter, c'est que cette grossesse posait problème. Le déni, avec certaines femmes, donc comme ça veut dire, essayent d'oublier cette grossesse. Déni qui peut être également appuyé par l'entourage. Par exemple, certains pères ou conjoints poussant la femme à avorter ne dira rien, ne parlera pas de cet avortement, ce qui appuie le déni de la femme. La colère. Alors, la colère, ça peut être une colère dirigée contre elle-même ou une colère dirigée contre son entourage. Ça peut être aussi une colère dirigée contre le monde entier. Certaines femmes, par exemple, vont se mettre en colère de voir d'autres femmes enceintes ou d'autres couples avec des enfants en bas âge. C'est aussi une manière pour elles de projeter la colère qu'elles ont en elles, qu'elles ne veulent pas ou ne peuvent pas supporter. Le doute, je pense que ça on peut assez bien comprendre. Et si j'avais accepté de garder l'enfant? Et si l'enfant, j'avais pu le faire accepter par mon conjoint, par ma famille?
la culpabilité, donc qui pourrait aller avec, la dépression, l'anxiété, les somatisations. Donc somatisation, c'est tout ce qui est passage par le corps. Par exemple, ce qu'on connaît assez bien comme somatisation, ce sont les enfants qui ne veulent pas aller à l'école, qui ont comme par hasard mal au ventre. Apparemment, ça peut paraître anodin, mais ces enfants ont véritablement mal au ventre, ils sont vraiment malades. Et donc là, c'est un exemple évidemment anodin que je vous donne, mais dans les cas d'avortement, c'est faisable également, enfin c'est possible également. Et les reviviscences, donc ces épisodes qui justement, suite à des dénis ou autres, ou même sans ce déni, vont rappeler à la femme qu'elle a vécu une IVG, voulu ou non, comme on a pu voir aussi dans les témoignages précédents, certaines femmes ne le faisaient que suite à la pression du conjoint ou la pression sociale. La maltraitance des autres enfants, ça peut paraître peut-être étrange, mais suite à l'avortement, certaines femmes ont peur après de s'occuper de leurs autres enfants qu'elles ont déjà ou qui pourraient venir par la suite. Elles ont peur de les aimer, elles ont peur elles sont peut-être aussi beaucoup moins tolérantes face à la colère de leurs enfants. Il y a la culpabilité et la perte d'estime de soi aussi, qui peut se déplacer vers l'enfant. On a aussi donc les conséquences au niveau du couple, comme je l'ai un peu abordé déjà tout à l'heure. Le couple, quand il est encore ensemble, peut avoir le risque de rupture. Malheureusement, certains couples ne résistent pas aux avortements. On a aussi la perte de libido. La crainte pour la femme ou pour le mari, si c'est lui qui avait peur d'avoir un enfant, l'association en fait entre sexe égale grossesse égale pour la femme avortement. Faut pas oublier que pour la femme, même si, comme on le disait tout à l'heure, sa sexualité est beaucoup plus libérée aujourd'hui, ça reste une grande construction identitaire pour elle. La femme est censée devenir mère, qu'elle le souhaite ou non, c'est malheureusement l'idée que la société a de la femme. Et enfin, donc, comme je disais tout à l'heure, la fonction du père peut également être altérée. Enfin, chez les enfants du couple, comme je disais donc tout à l'heure, pour ceux qui sont déjà là ou ceux qui pourraient venir après, il y a aussi plusieurs troubles possibles. L'anxiété, l'angoisse existentielle, pourquoi moi je vis et pas cet enfant, l'hyperactivité ou tout autre trouble du comportement, l'attention, la concentration, les troubles du sommeil, la culpabilité du survivant, donc comme je le disais tout à l'heure, la confiance altérée dans les parents également, cette confiance qui peut être ébranlée sur cette capacité des parents à mettre fin à une vie. Des préoccupations morbides, donc ce qu'on entend c'est évidemment suicide ou idées suicidaires. L'attachement anxieux aux parents, la peur de les perdre, le manque de confiance en soi et la colère. Tous ces troubles-là peuvent exister pour la femme et pour leur entourage, mais comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas systématiques. Je vais finir avec mon dernier axe à propos des accompagnements existants. Alors, il en existe tellement qui sont effectifs ou pas, parce que comme on disait tout à l'heure, certains sont malheureusement débordés. Je n'en parlerai que de certains. Ce que dit la loi, alors je vais aller très rapidement là-dessus puisque Marc en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. On a normalement un rendez-vous, c'est censé être dans les PMI, dans les plannings familiaux, pardon. On est censé avoir un rendez-vous pour la demande de l'IVG. Ensuite, on a l'information pour savoir ce que cela implique, des méthodes. On a l'accompagnement. Alors, comme disait Marc, normalement, un entretien pré- et post-IVG est censé être proposé. Il est obligatoire pour les mineurs. Donc là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Ce qui permet justement aux femmes de pouvoir vérifier si oui ou non elles veulent cette intervention. Malheureusement, l'entretien post-IVG est malheureusement très souvent omis ou non désiré par les femmes. On a une raison évidente à ça, c'est que ces femmes-là, ayant déjà vécu très difficilement leur grossesse et donc leur avortement, préfèrent fuir ces structures qui leur rappellent leur avortement.
le choix d'une technique, donc là je passe très rapidement parce qu'on l'a déjà vu, et la réflexion sur la contraception après. Voilà. Alors, il existe également des guides qui peuvent justement aider ces femmes. Alors là je vous le mets le lien, je vais peut-être pas le redonner exactement, mais il y a des dossiers donc qui existent, qui sont proposés également par la participation du gouvernement. J'arrive pas à faire circuler assez vite de peur qu'on rate certains slides. Voilà, il y a certains sites également qui existent, santesport.gouv, planning familial. J'ai pas ce qui s'affiche. Voilà, on a des services de téléphonie santé également, choisirsacontraception.fr. Il y a évidemment toutes les autres associations ou organismes existantes. Par exemple, j'étais sur ivg.net qui est pro-IVG. Vous avez plein d'autres associations qui existent. Il existe également donc des ouvrages et des centres sur Paris ou la région qui peuvent exister pour justement rencontrer ces femmes ou leurs familles. J'en ai mis que quelques-unes sur les diapos. Là, par exemple, vous avez le planning familial en Ile-de-France à Paris, un autre planning familial, association couple et famille. Chacune de ces associations sont censées apporter de l'aide, de l'écoute, un accompagnement à ces femmes ou à leur entourage, selon la proposition des associations. Le but étant toujours de proposer des thérapies, soit une écoute, toute simple, soit pour certaines femmes qui le souhaitent, qui voudraient justement un accompagnement après, il existe des groupes de parole ou des thérapies individuelles. Donc là, on en a plusieurs, on a plusieurs organismes. Alors, toutes ne proposent pas des thérapies, mais au moins de quoi se renseigner. Centre d'information, on a la délégation également au niveau des départements, des régions. Alors, je passe. Et alors, l'AGAPA. Alors, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup à ce niveau-là. Néanmoins, j'ai quand même tenu à la mettre sur cette diapo, tout simplement parce que l'AGAPA est une association chrétienne. Alors, je pense plutôt catholique, mais c'est une association chrétienne qui existe en France, qui est un lieu d'écoute et d'accompagnement individuel ou en groupe, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, même si elle propose un parcours non confessionnel. La religion n'est pas mise en avant, même si les bénévoles qui font partie de cette association sont justement de confession, ce qui permet peut-être une écoute plus particulière pour certaines des femmes. Voilà, pour ma partie, je vais m'arrêter là. C'était assez succinct parce que malheureusement, enfin succinct, peut-être pas, mais en tout cas, j'ai pas pu aborder tous les sujets puisqu'évidemment il y en a beaucoup, les raisons sont totalement différentes, mais en tout cas c'est ce qu'on pourrait revoir en tout cas de manière récurrente pour la partie psychologique. Merci. Mon intervention porte sur les aspects liés à la Bible. Nous avons entendu les aspects liés au côté médical, côté psychologique. Qu'est-ce que dit la Bible sur l'avortement? Alors, je fais le premier constat, et je pense que les connaisseurs de la Bible seront d'accord avec moi, c'est que l'avortement, c'est un sujet qui n'apparaît pas dans la Bible. Donc, normalement, je devrais m'arrêter avec mon intervention. Parce qu'il n'y a pas ce sujet dans la Bible. La Bible parle en général de la vie, parle de comment Dieu a créé l'homme, etc., mais on ne parle pas, ça c'est une première raison. La deuxième, c'est parce que c'est une technique qui est relativement moderne, donc elle n'est pas autant biblique. Et donc je me place sur un plan, on va dire, de la recherche, je veux savoir, et en tant que croyant, je me pose la question, comment aborder, vis-à-vis de la Bible, des sujets qui n'y apparaissent pas. Alors, si vous permettez, je vais faire un détour un peu plus large par rapport à cette question de comment trouver des réponses à des questions qui n'apparaissent pas dans la Bible. Il y a plusieurs attitudes. Une première attitude, c'est de se dire ce que la Bible n'interdit pas, c'est permis. Cette attitude dit la chose suivante, et ça c'est, on va dire, le côté positif, c'est qu'on peut envisager des éléments, des réponses qui n'apparaissent pas dans la Bible, donc on peut le mettre en place. Par exemple, organiser une église. On parle souvent du comité d'une église, conseil d'une église, des structures, unions, et ainsi de suite.
Et ça n'apparaît pas dans la Bible, mais on peut le mettre, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que si on pousse la logique de ce type, on peut se dire, ben, finalement, par exemple, la Bible ne parle pas des drogues, donc puisque ce n'est pas interdit, ce n'est pas marqué noir sur blanc, je peux en prendre. La Bible ne parle pas des jeux de hasard, la pornographie par exemple, ben, je peux utiliser ou aller dans ce sens. Vous comprenez que là, il s'agit de ma part plutôt d'une mauvaise volonté, parce que la Bible n'encourage jamais dans le domaine négatif des choses. Martin Luther avait parlé de tous ces aspects comme étant des adiaphora, c'est-à-dire toutes les choses que la Bible, donc indirectement Dieu, considère comme indifférents. C'est plutôt le point de vue de l'Église ou des églises de la mouvance anglicane, qui dit, en gros, c'est un principe normatif, ça guide votre vie, mais on voit que vous avez une grande liberté. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est de se dire ce que la Bible ne recommande pas, mais c'est interdit, parce que ce n'est pas encouragé par la Bible. Par exemple, quoi faire du progrès de la science? Ce n'est pas marqué dans la Bible qu'il faut prendre la voiture, il faut utiliser son téléphone portable, il faut utiliser ou bénéficier de l'électricité, des scanners, de toutes les analyses d'ordre médical, etc. Ce n'est pas marqué dans la Bible. Donc on peut se dire, puisque ce n'est pas recommandé, c'est interdit. C'est le cas plutôt de ce qu'on appelle un principe régulateur et qui a été adopté principalement par les puritains. Je cite un exemple, le mouvement Amish aux États-Unis, par exemple, ils vivent quelques siècles, et ils continuent à vivre, pour eux c'est interdit d'utiliser l'électricité, ainsi de suite. C'est une attitude assez stricte vis-à-vis de la vie. On retient une grande liberté, c'est possible, ou plutôt une strictesse assez rigide. Troisième option, c'est d'avoir une position médiane, c'est de faire une sorte d'amalgame entre les deux. C'est de prendre les deux principes en même temps. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, mais je prends ce que la Bible n'interdit pas, comme étant permis, par exemple, regarder à la télévision. Ce n'est pas interdit, donc je regarde à la télévision. Il y a des personnes qui disent, pour moi ça ne me pose pas de problème, parce que c'est justement ce principe de grande liberté. Mais la même personne, et c'est là, on va dire, l'attitude la plus difficile à admettre, c'est de dire que la même personne dit, la Bible ne recommande pas, donc c'est interdit. Par exemple, la Bible ne fait pas la mention d'allumer ou pas des cierges dans une église, ou de mettre des fleurs, ou de poser le mobilier d'une telle ou telle façon. Pour certains, c'est interdit. Cette troisième position, vous comprenez bien que c'est un principe d'incohérence, c'est-à-dire la même personne est très stricte sur certains points et très laxiste sur d'autres. J'allais dire, sans faire une échelle de combien c'est compliqué, mais cette personne, on va dire, c'est la pire des trois proposées pour l'instant. Parce qu'au sein de la même conception, on a les deux extrêmes, ce qui fait que certaines personnes sont à la fois strictes et laxistes, quand ça les arrange. Quelle devrait être, et là on vient à nos sujets, quelle devrait être notre attitude vis-à-vis des sujets qui n'apparaissent pas explicitement dans la Bible? Plutôt que de chercher une liste, donc en faire une casuistique, faire un code et de lire c'est permis, pas permis, je vais voir le médecin, je ne veux pas voir le médecin, plutôt que d'avoir ce type de fonctionnement, il vaut mieux chercher des principes. Et là, la Bible parle des principes, des valeurs que chacun doit obtenir par la lecture de textes, par la prière, donc par une compréhension personnelle, par une expérience, pour savoir quelle est véritablement ce qu'on appelle la volonté de Dieu pour pratiquer ou ne pas pratiquer, quand, comment. Et là, c'est un choix personnel. On se rend compte que ces principes bibliques découlent d'une progression, d'un cheminement. Ce qui est important, c'est ce principe qui encourage la réflexion personnelle, qui motive une décision personnelle, qui encourage aussi la croissance de la personne. Qu'est-ce que dit la Bible?
Là, on revient aux principes, aux valeurs, et non pas forcément à une liste. Il faut faire ou ne pas faire. La Bible dit, Dieu est la source de la vie. Dieu a créé la vie. On l'a vu tout à l'heure avec ces aspects d'ordre médical, d'ordre psychologique aussi, combien c'est important la vie. Dieu a créé la vie, d'où l'importance dans la Bible de prendre soin de la vie, ce qu'on appelle la santé. Il y a des textes qui parlent dans ce sens, je n'en cite que quelques-uns. Par exemple, nos corps sont assimilés, sont comparés à des temples de Saint-Esprit. L'apôtre Paul est spécialiste dans ce type de comparaison. Nous sommes tous appelés d'ailleurs, dit-il, à rendre gloire à Dieu avec nos temples, c'est-à-dire avec nos corps. La Bible parle aussi de la vie que Dieu forme. C'est Dieu qui crée, je ne serais pas capable de reproduire les termes liés à la génétique, au mécanisme de la vie, ce miracle dont on a vu tout à l'heure un extrait. Mais effectivement, la Bible dit que c'est Dieu qui a fait tous ces tissus, qui a construit, qui a fait en sorte que ces liens fonctionnent. Et c'est dans ce sens que plusieurs textes nous parlent. Par exemple, le texte des psaumes. Je vais vous citer des textes qui apparaissent dans les psaumes. Par exemple, le psaume qui dit « Avant que je sois formé dans le ventre de ma mère ou dans le ventre de ta mère, dit Dieu, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète parmi les nations. » C'est un texte qui s'adresse, une parole qui s'adresse à un prophète Jérémie. Également dans les psaumes, nous trouvons le psaume 139 qui est rempli d'images qui sont liées justement à cette merveille, cette machine extraordinaire. Il dit, c'est toi qui as formé, dit-il à Dieu, mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et puis il continue, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre quand je n'étais qu'une masse informe. Et tes yeux me voyaient déjà. Voilà donc que Dieu forme, c'est Dieu qui crée la vie. Troisième aspect que nous trouvons dans la Bible, c'est que dans la même Bible, nous avons des situations liées à la perte de la vie. Et quand cette perte intervient d'une façon accidentelle même, et d'autant plus quand c'est vraiment intentionnel, il faut prendre des mesures. Par exemple, dans un livre du Deutéronome, Exode chapitre 21, il est dit, si deux hommes se querellent, sous-entendu le mari d'une femme et un autre homme, on voit ça dans le texte, et qu'ils heurtent une femme enceinte, et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qui payeront devant les juges. Donc, s'il y a un accident, on comprend, mais il y a quand même une amende. Et le texte continue, mais s'il y a un accident, c'est-à-dire les choses vont d'une façon plus grave, il y a des complications, il y a même la mort, et tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la loi du talion. Petite précision, cette loi est difficile à comprendre aujourd'hui. Nous sommes plutôt penchés et très sensibles aux droits de l'homme, etc. À l'époque, c'était dans le sens de limiter les dégâts. Parce que rien que pour une égratignure, l'autre pouvait lui couper la tête, par exemple. Donc Dieu avait établi une sorte de justice, d'équilibre dans un monde sauvage. Eh bien, dans ce contexte, il est mentionner quelles sont les conséquences et comment on doit gérer ce type de situation où, par exemple, une femme est amenée à accoucher sans vouloir. Quatrième aspect que la Bible laisse entendre, et c'est très, très important, nous considérons que l'avortement, c'est un choix personnel. C'est vrai qu'il y a la communauté, il y a la famille, il y a l'entourage, il y a ceux qui sont là pour nous soutenir, pour nous accompagner, mais finalement, c'est une décision personnelle. Et dans la Bible, il est marqué que si quelqu'un d'entre vous manque
de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Nous avons besoin de cette sagesse pour prendre la bonne décision. Parce qu'effectivement, si on doit choisir entre est-ce qu'on doit garder la maman ou le bébé, est-ce qu'on doit pratiquer ou pas pratiquer, effectivement, humainement parlant, ce n'est pas facile à trancher, à prendre ce type de décision. Et donc, si la communauté est appelée à soutenir, à accompagner les personnes qui passent, qui traversent ces expériences, ces épreuves, le choix, finalement, il est personnel. Et on n'a pas à porter un jugement ou, au contraire, à banaliser un tel acte. Ce qui est important, c'est que la personne se sente véritablement soutenue et finalement, ce sera sa décision à elle. Et enfin, le 5e point, pour des questions de conscience, et on a vu l'impact que ce type d'intervention pourrait avoir, ou le manque d'intervention pourrait avoir sur la personne, sur l'entourage, sur les enfants, les conséquences à long terme. La Bible parle d'un mot très global, très générique, qu'on appelle le pardon. Il ne faut pas oublier que le pardon est possible, que ceux qui le demandent, ceux qui vont avoir besoin de ce qu'on appelle une guérison, cela est possible. Et quelques exemples, quelques textes qui parlent de ce pardon, c'est l'apôtre Paul qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Également, toujours l'apôtre Paul, avec un texte qui vient du Colossiens, il dit « Rendez grâce au Père », le texte est plus long, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Quoi qu'il arrive, peu importe la décision qu'on prenne, si on vient devant Dieu, il y a la possibilité de se sentir pardonné et de se sentir réhabilité. Le regard culpabilisateur ou un regard qui banalise ce type d'intervention n'a pas lieu d'être, n'a pas lieu d'exister. Ce qui est important, c'est le regard de Dieu vis-à-vis d'une personne. Pour terminer, je dirais, en 3 points, rapidement. Dans la Bible, la vie, c'est quelque chose de très important. Nous devons soutenir, nous aussi, la Bible, l'encourager et mettre tout en place pour que la vie puisse exister. D'où l'intérêt de la prévoir, l'intérêt de bien accompagner, de s'y préparer, non pas juste avoir la vie par plaisir, par accident, par négligence, mais véritablement à profiter dans le bon sens du terme de la vie et à concevoir cette vie dans le sens biblique. Deuxièmement, s'il y a des cas exceptionnels pour des raisons de santé, de viol, d'agression, etc., ce qu'on appelle des questions de problèmes de conscience, des problèmes d'éthique, eh bien, en tout cas, pas comme un moyen contraceptif, parce qu'il y en a plein avant, il ne faut pas s'arrêter à ça, il ne faut pas être, disons, réducteur dans la façon d'envisager, d'organiser la vie. Il faut absolument que l'avortement soit en réalité un cas exceptionnel. Et troisièmement, de toute manière, ça reste un choix personnel pour lequel nous devons être responsables et assumer pleinement. Je vous remercie.